BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end, bienvenue à la fois sur BFM Business, vous le savez, le samedi et dimanche pour votre rendez-vous tech, mais aussi en avant-première et en exclu dès le vendredi matin, dès le vendredi midi précisément, en podcast audio et la version vidéo qui vous attend sur la chaîne Tech Co de YouTube bien évidemment. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière de quoi je me mêle avant les vacances. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera de retour à la rentrée et on va s'accorder quelques semaines de congé, bien sûr. Avec au sommaire, pour ce dernier de quoi je me mêle tout à l'heure, on va replonger dans une des technologies qui nous aura le plus marqué ces 50 dernières années, c'est le GPS. Le GPS, qui est une invention militaire, rappelons-le, eh bien, on va tout comprendre et tout savoir sur le GPS tout à l'heure avec Christophe Joly. Ce sera notre rendez-vous nostalgique. Le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous suivre et réagir à toute l'actu. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour la dernière, on bégaye un petit peu. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est normal. On tire la langue. C'est la fin de saison, quoi. C'est la fin de saison, quoi. Et vous verrez, à la rentrée, on sera comme ça, quoi. Clairement. Salut Anthony. Salut, ça va? Toi aussi, bientôt la fin. Oui, bientôt la fin. Et c'est pareil, voilà. ça tire un peu. Donc, vous inquiétez pas si je bégaye pendant l'émission, tout va bien. C'est normal. Anthony Borel, que vous retrouvez tous les matins, sauf cet été, parce qu'il se reposera. Il y a peut-être du best-of, non, d'ailleurs, Oui, de du ce que tu fais. oui, Voilà. oui, on a enregistré là cette semaine. Culturia, etc., que vous retrouvez le matin sur BFM Business, et puis aussi, bien sûr, entre midi et 2 sur RMC. Et Eric Le Bourlou est là. Salut Eric. Salut. Ravi de terminer la saison avec toi, mon cher Eric. Merci, ravi aussi. Journaliste spécialisé dans la tech et que vous pouvez lire, entre autres, au numérique, mais pas que, aussi. Oui, dans d'autres journaux, dans la presse papier. Etc. Un fin connaisseur de l'actu tech, Eric, qui nous fait l'amitié d'être là. Alors... L'actualité, on va essayer de faire deux parties en fait, une actualité, ce qui se passe cette semaine, ce qui s'est passé cette semaine. Il y a 2-3 trucs qui sont cool. Et puis après, on se fera plaisir avec les petits coups de cœur et coups de gueule de ce mi-parcours de cette année 2024, oui. Puisqu'on est à mi-saison. En tout cas, c'est la fin de la saison pour les médias. Mais on a quand même pas mal de trucs à vous raconter et peut-être commencer par la guerre des pliants, des smartphones pliants. Vous l'avez vu, on en parlait il y a quelques jours de cela avec les nouveautés Samsung, les nouveaux les Galaxy Z Flip, le Fold 6, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Samsung en fait sur ce marché-là. Il y a des compétiteurs non seulement qui font aussi bien, voire pour certains mieux. C'est le cas de Honor qui depuis quelques mois nous surprend avec sa stratégie sur les mobiles pliants. Très clairement. D'ailleurs, ça pourrait, tu parlais des coups de cœur, ça pourrait être un des coups de cœur de cette année aussi. C'était le Magic V2 dont on avait beaucoup parlé. Je crois que c'est Mélinda qui nous l'avait apporté en plateau, qui était le téléphone pliant le plus fin du marché. Donc il faisait, j'ai repris les specs parce que les chiffres sont importants, c'était 9,9 mm d'épaisseur pour le Magic V2 et c'est vrai qu'ils nous avaient tous bluffé. Je parle du modèle en mode fermé, c'est-à-dire que quand tu le fermes, forcément il est 2 fois plus épais, et bien cette double épaisseur faisait 9,9 mm, ce qui est quand même pas très gros. C'est 1 centimètre, quoi. C'est à peine, voilà, c'est ça, et donc c'est à peine plus épais en fait qu'un smartphone normal. Tout à fait. Qui n'a pas besoin d'être plié ou déplié. Bon, c'était déjà très spectaculaire. Prouesse technologique. Ce V2 m'avait scotché. Mais complètement. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Eric. Si, oui, je l'avais vu en main, ouais. Et franchement, et surtout, il y a ce truc où il se referme parfaitement à plat. Tu sais, tu n'as pas ce petit jour qui parfois apparaît sur les modèles pliants. Et donc là, ils ont présenté le Honor Magic V3 il y a quelques jours et il est encore plus fin. Donc là, on est à 9,2 mm. Voilà, donc on gagne encore un tout petit peu. Non, mais ça paraît rien, mais on est quand même sur un truc qui est absolument dingue. Pour avoir un élément de comparaison, les derniers Z Flip et Z Fold, les Fold 6 qui ont été présentés par Samsung et qui sont des super. Moi, je viens de recevoir le Flip là, donc je l'ai en test. C'est un super téléphone, mais tu vois par exemple le Fold, il est à 12,6 mm. Donc à comparer avec donc les 9,2 mm. Il a 3 mm de plus en fait. Voilà. Alors, ça paraît pas grand. Non mais c'est pas énorme, on est d'accord. Mais pour ce type d'appareil, c'est exactement ça. Pour l'usage au quotidien, c'est pas. Faut se souvenir d'où on vient quand même sur les téléphones pliables. On les a testés, les premiers modèles de Samsung. On se souvient, l'un des gros problèmes, c'était le fait que quand tu le repliais, tu avais l'impression d'avoir une gaufre, quoi. C'était un truc qui était absolument massif. Et on se disait, c'est pas possible, jamais ils n'en vendront tant que ce sera comme ça. Mais en même temps, on se disait, ça va être compliqué de miniaturiser, de faire en sorte qu'ils arrivent à faire un truc qui soit pas beaucoup plus épais qu'un téléphone
normal en fait. Et ben ça y est, on y arrive. Et c'est du côté des Chinois que ça se passe. C'est du côté d'Honor. C'est aussi du côté de Xiaomi qui va proposer aussi un modèle alors qui est dans les cartons, mais qui serait, dit-on, peut-être encore plus fin, on verra, mais qui serait aussi dans les 9 mm. Bon, là, je parle que de cet élément-là. Évidemment, je ne vous parle pas des autres specs qui sont... Il y a tout le package, hein, donc tu as un écran OLED, tu as un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Oui, et puis, en fait, c'est des bons téléphones. Hein. Il n'y a pas de concession. C'est pas parce qu'il est fin qu'il y a des concessions sur la technologie. C'est-à-dire qu'il a le dernier processeur. Oui. Il a même un appareil photo, je crois, le Honor, qui est assez high level. Tu as un triple capteur. Ouais. C'est intéressant, Eric. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu suis un petit peu le marché des pliants? Je le suis moins qu'avant, mais je le suis quand même. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait Honor. Faut pas oublier que c'est pas des débutants non plus. Non, c'est pas des perdants de l'année comme on dit. Hein. Voilà, en fait, Honor vient de Huawei. Huawei faisait, et je sais pas si vous vous souvenez, quand le premier Fold, il y a déjà quelques années, les Samsung a été présenté. Huawei avait présenté. Oui. Quelques semaines plus tard, un téléphone qui nous avait tous bluffé, un smartphone pliant qui était bien plus impressionnant techniquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il se pliait à l'envers. Exactement. Quand il était fermé, il y avait l'écran qui était autour. Ouais. C'était étonnant. Ce qui était, je pense, d'un point de vue de la durabilité, pas top. Non. Mais en tout cas, il était impressionnant technologiquement. Et ça, en fait, ce qu'on voit là, c'est aussi tout l'historique qu'a Honor avec la conception et ce qu'ils ont hérité un petit peu de Huawei quand même. L'héritage. Et on voit effectivement qu'ils font des smartphones qui sont aujourd'hui peut-être supérieurs à ce que fait Samsung, parce qu'ils ont tout un héritage qui est hyper important. Maintenant, après, il faut voir le marché. Moi, c'est en général des smartphones qui coûtent très cher. On voit que Samsung a présenté de nouveau sa nouvelle génération, qui d'ailleurs n'évolue assez peu par rapport à ce qu'on voit là. À part l'IA, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, c'est des prix qui sont extrêmement élevés. Quoi. Donc, là, sur le Magic V3, je crois qu'on est... Enfin, sur le Magic V2, on était à 2000 €, me semble-t-il. Donc, ce sera probablement la même chose. Elle est sortie qu'en Chine, hein, pour l'instant, où il a été annoncé que pour la Chine, mais il va arriver en Europe. Alors c'est vrai, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement l'innovation partie software aujourd'hui, elle est toujours chez les acteurs, j'allais dire traditionnels. Enfin, maintenant, c'est devenu des acteurs traditionnels aussi, Huawei, Honor, etc. Mais en tout cas, les Samsung, les grands acteurs historiques, voilà, c'est sur l'intelligence artificielle que va se faire principalement l'innovation. Mais sur l'innovation matérielle, en fait aujourd'hui, c'est vraiment dans le camp des Chinois que ça se joue. Enfin voilà, il y a encore quelques années, on disait les Chinois, bon, c'est un peu en dessous, bon, ils copient ce que font les beaucoup, autres, etc. Mais là, c'est eux qui sont au devant la locomotive. Quoi. Huawei, Xiaomi, Oppo, qui est aussi très innovant, c'est ces marques-là aujourd'hui qui proposent des choses qui sont... Alors, tu as raison, comme pour le Huawei, d'un point de vue parfois, comment dire, du marché que tu peux adresser, c'est pas forcément un truc qui va fonctionner, mais d'un point de vue de la vitrine technologique et de la prouesse, hein, clairement, c'est quand même pas mal. C'est vrai que oui, la vitrine technologique, c'est important pour un constructeur. Mais quand on commence à voir des produits aussi fins, aussi bien finis, avec des spécifications techniques qui n'ont rien à envier au téléphone traditionnel, est-ce qu'on n'arrive pas, mine de rien, tranquillement, à l'âge de la maturité des smartphones pliants? On voit que Google s'y est mis, Samsung, Honor, Oppo... j'en oublie certains, Motorola. Il manque plus qu'Apple finalement dans la danse. Et je pense qu'ils vont y venir, non? Oui, après, il faut voir si effectivement c'est un usage, si l'usage prend chez les gens. On avait vu que le Fold, c'est un peu particulier puisque c'est à mi-chemin entre le téléphone et la tablette. Est-ce que c'est une tablette efficace parce que c'est quand même, mine de rien, pour une tablette, un petit écran. Je ne sais pas si c'est suffisant dans cet usage-là pour marcher. On a vu que le format flip a beaucoup plus décollé, en fait, parce qu'il était plus compact et moins cher aussi. Moins cher, et puis ça devient aussi un petit peu un objet de mode, presque. Tandis que ce que ne sont pas les téléphones pliants format tablette comme celui-ci. Donc oui, là maintenant, je pense que pour la techno, on y est. Il n'y a plus de problème, même si il faudrait toujours voir et faire des tests, et je suppose qu'ils en font, mais des tests de durabilité pour toutes ces charnières, parce que mine de rien, quoi qu'on en dise, c'est un problème supplémentaire pour la durabilité. Mais je pense que pour la techno, on y est. Après, il faut voir si les usages sont vraiment. En fait. Il faut trouver les usages, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas la killer app qui fait que, tu vois, ça vaut le coup d'ouvrir ton téléphone. Je suis d'accord. Après, quand même, pour les
personnes qui l'utilisent comme outil de productivité, oui, on va dire, sûr, tu vois, pour le sûr. télétravail, pour le télétravail, pour travailler en déplacement, ce genre de choses, ça peut être un outil qui est intéressant, mais je suis d'accord, il manque la killer app aujourd'hui qui ferait que waouh, on a envie d'avoir un téléphone pliable, au-delà du côté gadget, marqueur social, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui joue. Il faut inventer des nouveaux usages. Voilà pour l'actu. Alors ce téléphone n'est pas encore sorti, tu le disais Anthony, très justement. Peut-être qu'il arrivera d'ici la fin de l'année en France. Espérons-le, en tout cas. Dans l'actu, eh bien, c'est OpenAI, encore une fois, qui a fait parler de lui cette semaine. Vous savez, OpenAI, cette entité qui excelle dans l'intelligence artificielle générative, à qui l'on doit ChatGPT, et qui, alors, n'a rien annoncé. C'est une rumeur, finalement, qui commence à vraiment être de plus en plus insistante. OpenAI travaillait sur une nouvelle IA qui s'appelle Strawberry. C'est ça. Et qui, en fait, serait un peu le Graal de l'IA générative. Anthony, alors tu en as parlé dans ta matinale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on sait à date sur ce Strawberry ? En fait, ce serait la prochaine évolution de l'intelligence artificielle, et on se rapprocherait, comme tu le dis, du Graal, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une IA qui serait capable de dépasser cognitivement l'être humain, la façon de fonctionner du cerveau humain, une IA qui serait plus autonome, qui permettrait de planifier des tâches, de générer des réponses à l'avance. Donc avant même que tu lui aies posé des questions, elle travaillerait en tâche de fond pour essayer de deviner ce dont tu vas lui parler et essayer de faire des propositions et de les formuler alors que tu lui as rien demandé, qui serait capable de surfer sur Internet elle-même, de faire des recherches approfondies sans que tu lui en aies donné l'ordre. Donc finalement, une IA qui serait beaucoup plus intelligente dans le sens où elle serait contextuelle, quoi. Elle serait là tout le temps et elle travaillerait tout le temps pour toi, et elle serait beaucoup plus qu'une IA comme aujourd'hui où en fait elle va aller chercher dans une masse de données qu'elle a à sa disposition pour te régurgiter une réponse à partir de la data dont elle dispose. Donc ce serait une nouvelle évolution finalement dans l'intelligence artificielle générative. C'est ça en fait Strawberry. Alors évidemment ça pose plein de questions, tout ça c'est abyssal, parce que est-ce qu'on veut ce type d'intelligence artificielle ? Pourquoi faire ? Après il y a évidemment tout le marketing d'OpenAI qui est là. OpenAI c'est comme Apple, c'est des boîtes qui sont là pour faire du cash. Et effectivement, plus on parle de leurs produits ou de leurs projets, mieux c'est, Eric. Il y a aussi ça. Il ne faut pas que nous, on tombe dans le piège aussi de l'excès. En fait, par contre, ce projet qui s'appelle Strawberry maintenant, avant il s'appelle QStar, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le projet qui a un petit peu provoqué la panique chez OpenAI il y a quelques mois maintenant, puisqu'il avait provoqué le départ soudain du patron d'OpenAI, Sam Altman, on va dire le conseil d'administration d'OpenAI ayant trouvé un petit peu fort de café qu'ils ne parlent pas de ce projet-là, qui était selon eux un peu trop violent, entre guillemets, ou trop important pour ne pas être évoqué avec tous les membres du comité. Donc en tout cas, c'est un projet qui a l'air sur le papier. Alors, c'est des informations de Reuters qui sont très parcellaires, et pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup finalement sur le point de vue d'un point de vue tech, comment ça marche, mais c'est un projet qui peut être très intéressant parce qu'effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on arrive là aux limites de ce que font les large language models. Voilà, on arrive à un truc où on a beaucoup utilisé ces outils et on se rend compte aujourd'hui qu'elles ont des grandes limites et des limites vraiment problématiques, c'est-à-dire qu'elles hallucinent, entre guillemets, beaucoup, elles disent des choses fausses, et en fait, ça, c'est un petit peu l'étape 2, c'est essayer de trouver, de concevoir des modèles qui sont beaucoup plus performants et qui sont capables de raisonner de façon plus logique, on va dire. Parce que là, aujourd'hui, vous avez toujours des LLM qui font des erreurs de maths débile qu'un enfant de CE2 ne ferait pas, quoi. En gros, Anthony, si j'ai bien compris, c'est une IA qui pourra apprendre elle-même toute seule, en allant en fait se nourrir d'Internet, pour corriger justement les erreurs dont tu parlais, pour pouvoir en fait s'enrichir. Exactement. Finalement, c'est toute ça. seule. Alors, encore une fois, et tu as raison de le préciser, on a encore pour l'instant très peu d'informations, c'est très très limité ce dont on dispose, mais ce qu'on comprend, c'est ça, et c'était effectivement les bases du programme QStar, et qui était problématique aussi parce que il y avait une vraie guerre en interne entre, on va dire, ceux qui voulaient pousser dans cette voie-là,
qui est une voie absolument vertigineuse. C'est-à-dire, si on imagine une IA qui, à un moment, pourrait dépasser les capacités cognitives du cerveau humain, enfin, ça pose des questions éthiques auxquelles on n'a absolument pas les réponses aujourd'hui. Et en fait, ce truc, ce Graal de l'IA générale, en fait, les chercheurs en IA, d'une manière générale, voyaient ça de manière assez lointaine. Ils disaient oui, ça arrivera, mais enfin, on en a encore pour un moment avant d'y être. Et ce dont on se rend compte, c'est que ça risque d'arriver beaucoup plus vite que prévu. Ce que disent ces mêmes chercheurs, c'est bah oui, en fait, on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Alors peut-être que tu en as d'autres qui remettraient ça en question et qui te diront, je pense à Yann Lequin par exemple, je ne veux pas le citer sans les guillemets ni rien, mais je sais que sur ces sujets-là, il est beaucoup plus sceptique. Oui, il est très méfiant. En tout cas, voilà, en disant non, mais attendez, pour l'instant, l'IA, elle est aussi intelligente qu'un chat à peu près, donc avant de parler d'IA générale, calmez-vous, c'est un peu ça si tu veux. Mais n'empêche que chez OpenAI, il y avait quand même cette guéguerre entre les tenants de Sam Altman qui voulaient pousser dans cette direction, parce que comme tu le disais très justement, OpenAI, c'est un business. Alors ça n'a pas toujours été un business, mais maintenant c'est un business. Ouais. Il faut qu'ils aient des annonces à présenter très régulièrement parce qu'en face, il y a Google, il y a Meta, il y a Amazon, Anthropic, et tous ces gens-là, ils ne les attendent pas. Donc il faut qu'ils aient des trucs plus spectaculaires de mois en mois. Et ça, forcément, c'est une étape importante qu'il va falloir annoncer. Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui disaient, attendez, mettons le pied sur la pédale de frein 2 secondes, réfléchissons à ce que ça veut dire quand même d'avoir une IA qui pourrait dépasser les capacités cognitives de l'humain, qui pourrait raisonner toute seule. Enfin, qu'est-ce que ça va donner concrètement ? Enfin, ça va poser des questions quand même. C'est là encore, on ouvre comme à chaque fois des boîtes de Pandore, donc on pourra par définition pas refermer derrière. Donc est-ce qu'il faut freiner ou est-ce qu'il faut y aller à fond ? Moi, j'ai pas la réponse, mais bon, Sam Altman, lui, a l'air de vouloir y aller en tout cas très clairement. Et c'est lui à nouveau le patron puisqu'il avait été. C'est lui qui a gagné. Voilà, c'est lui qui a gagné puisqu'il était parti et puis il était revenu. Souvenez-vous du truc, il était revenu, je sais plus, 24 ou 48 heures après. Bien sûr. Et puis depuis, voilà, il y a eu l'accord avec Apple. Enfin bon, bref, on va pas tout dérouler, mais c'est vrai que voilà, il est. C'est un peu le, comment dirais-je, le faiseur de succès d'OpenAI. C'est exactement ça. Mais si on prend un tout petit peu de recul, c'est quand même juste se rendre compte de la vitesse à laquelle ça va. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. C'est-à-dire que tu as eu le moment de ChatGPT, on est en novembre 2022. C'est pas si vieux que ça, novembre 2022. C'était il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Et quand tu te remémores ça, en fait, le modèle qui était présenté à ce moment-là, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on prévoit pour demain, c'est déjà archaïque, en fait. C'est déjà préhistorique. C'est-à-dire ChatGPT 3.5, par rapport à l'IA que tu as aujourd'hui, par rapport au modèle d'intelligence artificielle, ChatGPT a passé le test de Turing, on en avait parlé, donc en gros il est capable de faire croire à des humains qu'ils sont en train de discuter avec des humains alors qu'en fait ils sont en train de discuter avec un chatbot. On a des IA qui deviennent émotionnelles, qui sont capables d'analyser et de s'adapter aux émotions de l'être humain avec toutes les questions de dépendance émotionnelle et affective que ça va engendrer. Et puis on a effectivement cette prochaine étape de l'intelligence artificielle générale. Waouh, enfin ça va incroyablement vite quoi. C'est fou. Ouais. Alors, on va partir. Après, juste, moi, je veux revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, et je n'avais pas répondu. Tu as dit, il faudrait faire attention à ne pas tomber non plus dans le marketing d'OpenAI qui est bien là. Et effectivement, il est là quand même. C'est-à-dire que même si là, ce sont des informations fuitées, dont on ne sait où, etc., c'est vrai que eux, leur objectif est d'arriver à l'intelligence artificielle générale, et donc d'avoir une intelligence artificielle qui soit aussi intelligente, voire dépasse l'intelligence humaine. Mais je pense quand même qu'on en est loin encore. Je pense qu'on en est très très loin. C'est pour ça que moi je me rangerais plutôt du côté de Yann Lequin qui dit que pour l'instant, parce qu'en fait, et là c'est avec un peu un des problèmes de cette nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI, c'est vont-ils arriver en fait à en savoir plus sur notre monde. Par exemple, une simple LLM ne peut pas savoir comment une balle tombe par terre. C'est quoi les lois de la gravité ? Est-ce qu'ils vont intégrer ça dans leur modèle pour qu'en fait, leur IA comprenne mieux le monde dans lequel on se trouve, puisse avoir d'autres informations que simplement des textes qui ont été récupérés à droite à gauche sur Internet ? Ça va être tout ça aussi le futur. Et je pense que ça, pour l'instant, on en est encore assez loin, même si c'est effectivement, comme le dit Anthony, ça avance très très vite et qu'il y a des chercheurs qui ont déjà quitté le travail sur les LLM pour passer à autre chose de plus ambitieux. Mais
je suis pas sûr qu'on soit encore demain à l'IA générale. Voilà, ouais. Ça, c'est l'objectif d'OpenIA, et en fait, ça fait un bel objectif. C'est un peu comme Google, organiser l'information mondiale, etc. Toutes les grosses boîtes comme ça ont un objectif hyper ambitieux, limite délirant. Leur raison d'être. Voilà. Et effectivement, c'est leur objectif. Voilà, c'est ambitieux, c'est bien, c'est comme ça que ça marche la tech aussi. Mais je suis pas sûr qu'ils y arrivent quand même dans les 2 ans à venir. On va voir, on verra bien. On a quelques semaines de congé, on verra bien ce qui va se passer à la rentrée, tiens, sur ce sujet notamment. Ça va bouger, ouais. Cet été, justement, on rageait un petit peu parce que Elon Musk nous avait promis le 8 août prochain l'arrivée de ces robots taxis. Eh bien, vous savez quoi, patatras, on pourra vous faire vivre ça, puisque ça sera plus en août, ça sera en octobre, visiblement. Ça nous arrange, en fait. Ça nous arrange. Je pense qu'il a dû nous écouter. Ouais, il a dû pense. se dire, voilà, rien que pour faire plaisir Anthony, François, Eric, je vais décaler. C'est un régulier de quoi je me mêle. Hein. Voilà, bien sûr. Salut. De quoi je me mêle, il dit comme ça avec son accent. Et donc, voilà, l'info, c'est que le robotaxi d'Elon Musk serait retardé. Ouais. Alors, c'est pas une info complètement délirante. Hein. C'est pas la première fois qu'Elon Musk est en retard sur son calendrier. C'est le mot qu'on puisse dire. Et puis finalement, 3 mois, c'est pas énorme. Non, c'est clair. Surtout qu'on l'attend quand même depuis 2019-2020, le robotaxi. Donc, si tu veux, on n'est plus à 3 mois près, effectivement. C'est ça qui est marrant, en fait. Parce que, donc oui, l'actu, c'est qu'on avait l'annonce qui était prévue pour le 8 août. Finalement. Et il avait tweeté en avril là-dessus. Hein. Voilà, exactement. D'ailleurs, apparemment, alors pour la petite anecdote, on l'a appris en même temps que les ingénieurs de Tesla. C'est-à-dire la date du 8 août, il l'a tweeté. Les ingénieurs ont dit « Ah bon, c'est le 8 août ?» Okay. Par contre, on se met au boulot. Allez, on y va, les gars. Donc, ça a mis un peu la pression à tout le monde en interne. Sauf que, visiblement, c'est pas prêt. Alors, Elon Musk a tweeté sur X pour confirmer que la présentation aurait du retard. A priori, c'est parce qu'il y a des problèmes de design à l'avant du véhicule qu'il veut changer. Et puis, il dit il y aura quelques autres surprises que je voudrais vous présenter. Et donc, on va prendre notre temps et on va prendre un petit peu de temps en plus. Bon. On a l'impression qu'il nous mène un peu en bateau quand même depuis. Alors, il va la faire, la présentation, ça va arriver évidemment, mais il faut quand même se souvenir de l'historique du robotaxi qui a été annoncé. Donc, c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'époque, il dit vous allez voir, les gars, on est en 2019, l'an prochain, 1 million de robotaxis sur les routes. Ok, Elon, pas de problème. On est habitué au calendrier un peu farfelu d'Elon Musk. Enfin, quand même, on se disait 1 an. Faut quand même rappeler, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, cette histoire de robotaxi. En gros, l'idée, c'est d'avoir une flotte de Tesla complètement autonome, sans volant ni pédale. C'est en tout cas l'objectif, qui pourrait circuler dans les villes et qu'on pourrait commander via une appli comme on commande un VTC, et avec un modèle économique qui est hyper intéressant. Moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette histoire, c'est qu'en gros, ce serait comme Airbnb. C'est-à-dire tu pourrais acheter une Tesla, et quand tu ne l'utilises pas, donc 90% du temps, elle partirait en mode autonome et des gens pourraient la louer en fait. Donc ça te rentabiliserait en fait ton investissement. Exactement. Elon Musk avait donné ce chiffre, je ne sais pas s'il tient toujours, et il me semble assez délirant aussi. Il disait que tu pourrais générer comme ça 30 000 € de revenus par an. Wow. Donc tu rembourses ta Tesla assez rapidement, tu vois, ou ton leasing, donc tu pourrais finalement investir dans une Tesla comme tu achètes un appart pour le louer en Airbnb d'une certaine manière. Ce serait un petit peu la même chose. Je trouve que l'idée est intéressante. C'est comme toujours avec Elon Musk, il n'y a pas que le côté technologique, il y a toute la réflexion sur les usages qu'il y a derrière. Et puis, rappelons l'impact écologique que ça aura. C'est-à-dire qu'il y aurait moins de voitures, puisqu'en fait, une autre voiture personnelle servirait aussi de VTC, finalement, tout au long de la journée quand on n'en a pas besoin. Imaginez un petit peu l'impact au niveau mondial. Si dans 20, 30 ans, 40 ans, ça se généralise. Si tu peux vraiment commander aussi facilement que tu commandes un Uber aujourd'hui et que ça arrive dans les 2 minutes, et qu'en plus, parce que comme il n'y a pas de chauffeur, on peut imaginer que ça coûte beaucoup moins cher qu'une course en VTC aujourd'hui. Donc, si pour quelques euros, tu pouvais aller d'un point A à un point B de manière relativement écolo, on dirait l'électrique, c'est pas forcément complètement écolo. Enfin, c'est quand même globalement à peu près décarboné, même s'il faut recycler les batteries. Et effectivement, ne pas avoir la possession de ton véhicule, mais pouvoir l'avoir à l'usage quand on a besoin. Ouais, ce serait quand même intéressant, je trouve, clairement. Mais bon, maintenant, il faut qu'il délivre parce que ça fait des années qu'il nous le vend. Tu vois, on n'y est pas, quoi. Je pense qu'on est. Alors, c'est exactement ça. C'est Elon Musk. Il est jamais à l'heure. Rappelez-vous du Cybertruck aussi, ça a été long. Son Roadster, le Roadster, il y a des gens qui l'ont précommandé, je crois, il y a 4 ans. Le Roadster est toujours pas là. Donc là, les robotaxis, qui est un projet bien plus ambitieux et beaucoup plus contraignant
pour plein de raisons. Je pense que même quand ce sera à la conf en octobre, on verra pas, il va pas nous annoncer une date de lancement. Le Day One, quoi. Non, clairement pas, parce que il nous annoncera, ça sera en 2026. Quelque chose comme ça. Il va nous montrer sans doute des démos techniques d'une voiture qui conduit toute seule, peut-être une plateforme sans volant ni pédale, etc. Mais je pense qu'on sera très très loin encore du service tel qu'il a été décrit là par Anthony, avec effectivement un service qu'on pourrait utiliser presque comme un Uber qu'on pourrait commander. Après, et puis aussi avec une voiture à l'achat. Ça, c'est vachement intéressant. Il avait dit aussi, d'ailleurs, si je ne m'abuse, que même les propriétaires de Tesla classiques pourraient venir dans ce programme de robotaxi pour laisser leur Tesla faire sa vie quand ils ne l'utilisent pas. Ce qui est intéressant, effectivement. Mais je pense qu'on en est très très loin. J'arrête pas de dire on en est très très loin aujourd'hui, mais désolé. Mais après là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je me dis que ça fait des années que tout le système de voiture autonome est en route chez Tesla. Il y a des millions d'Américains qui roulent en mode quasi automatique chez Tesla, donc il a récupéré énormément de data. Et à mon avis, il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin d'arriver à son objectif. Parce que finalement, c'est toute cette data qu'il a récupérée depuis des années qu'il va mettre en œuvre pour cette voiture, ce robotaxi. C'est vrai, et en même temps, on l'a quand même beaucoup critiqué sur les promesses de voitures autonomes de niveau 5. Vous allez voir ce que vous allez voir. On était pareil en 2020, il disait on est tout près de la voiture autonome de niveau 5. Donc le Graal de la voiture autonome, le niveau 5, c'est vraiment le truc où il n'y a plus de volant, plus de pédale, tu ne fais plus rien du tout, la voiture peut se conduire toute seule, même s'il n'y a personne à l'intérieur. Sauf que quand tu regardes le système FSD, donc le Full Self-Driving de Tesla, aujourd'hui on est très loin de ça. On est sur du niveau 2, voire niveau 3. Alors après, ça dépend aussi des pays, l'homologation et tout ça. Mais en tout cas, c'est une voiture où aujourd'hui, tu es quand même obligé d'être derrière le volant et de reprendre le volant en cas de problème. Si on part du principe d'un système de robotaxi, donc avec des voitures qui devraient pouvoir se conduire toutes seules sans personne à bord, parce que pour aller d'un point A à un point B, il faut qu'elles soient complètement autonomes. Et ça, pour l'instant, en tout cas, Tesla ne l'a pas montré, quoi. Hein. Donc il faut, encore une fois, on va voir. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises à la présentation d'octobre. J'espère qu'il va délivrer sur ce point-là. Mais en tout cas, on suivra ça de près, bien évidemment, et on vous commentera tout ça, bien sûr. Si la date d'octobre est toujours c'est ça. Il nous reste 10 minutes, les amis, ça tombe bien, parce que pour terminer la première partie de ce De quoi je me mêle, et la dernière émission de la saison, petit point sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, sur les derniers mois qui viennent de s'écouler en matière de tech. On a tous des petits coups de cœur, des petits coups de gueule. Anthony, peut-être commencer par toi avec, et je suis d'accord avec toi, le mix robotique intelligence artificielle avec des démos, des premières démos qu'on voit, qui là donnent froid dans le dos, parce que tu te dis waouh, enfin ça fait à la fois rêver et à la fois bien évidemment ça fait peur, parce que avoir des robots qui comprennent ce qu'on dit, qui vont répondre à nos ordres, vont pouvoir manipuler des objets, etc., c'est impressionnant, et on y est presque là. On y est presque. Moi c'est ça. Alors moi je suis un fan de la série Westworld. Je sais pas si vous avez c'est formidable, quoi. Alors on n'est pas encore à Westworld où on avait des robots qui étaient vraiment ultra réalistes avec des peaux en silicone qui étaient indistinguables des êtres humains. Mais on se dit qu'en fait, on s'achemine vers ça, quoi. Et moi, le truc qui m'a le plus bluffé, c'était... alors, c'est Figure AI, hein, donc une entreprise très en vue dans la Silicon Valley. Ils ont mis au point un robot qui s'appelle le Figure 01, qui est un humanoïde, alors qui est pour l'instant en mode boîte de conserve. Il est métallique, c'est une armature métallique, mais avec des bras, des jambes, qui peut faire des actions. Alors, on le voit dans les vidéos de démo, il actionne une machine à café, par exemple, à capsule, ou il range la vaisselle. On pourrait se dire, bon, c'est des trucs assez basiques. Si tu compares ça à Boston Dynamics, ça paraît un peu risible. Sauf qu'en fait, la particularité de ces robots, c'est qu'on n'a pas besoin de les programmer spécifiquement pour une tâche. Ils apprennent en regardant les êtres humains. C'est-à-dire qu'on leur montre une vidéo d'un être humain qui est en train de se faire un café avec une machine à capsule. Il décortique chacun des mouvements et il est capable de le reproduire. Et une fois qu'il a appris, il envoie l'information à tous ses copains robots et ils peuvent faire la même chose. C'est l'apprentissage en essaim, ils appellent ça. C'est dingue. Enfin, je veux dire, tu te dis que, en fait, ça veut dire qu'on va vers une génération de robots qui aura juste besoin de nous regarder faire et qui pourra potentiellement reproduire quasiment n'importe quelle tâche, quoi. Et c'est pas, encore une fois, juste du prototype. Là, ils ont commencé à être embauchés, ces robots, chez BMW. Donc, ils commencent à être sur les chaînes d'assemblage. Ils font de la manutention dans les entrepôts. Donc, ils sont déjà utilisés et on pourrait imaginer demain peut-être les avoir chez soi à la maison. Encore une fois, on est au tout début. Moi, c'est ça qui me fascine aussi. C'est tu te dis à la vitesse à laquelle ça va.
où on en sera, tu vois, en 2030, en 2035, en 2040, quoi. Enfin, là, pour moi, tu vois, peut-être Westworld pour le coup, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un alignement des planètes, en fait, entre les progrès de motorisation et, on va dire, de fluidité dans les gestes de ces robots et l'intelligence artificielle générative qui entre dans le cerveau de ces robots et arrive à faire des choses incroyables. C'est ça, Eric. Oui, c'est vrai que pour la robotique, en fait, c'est un peu un âge d'or. Moi, ça fait aussi très longtemps que je suis la robotique. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Asimo de Honda, ce petit robot qui était très joli, mais qui était complètement débile. Hein, il y avait le robot chien aussi de Sony. Aibo, voilà. Ouais. Et effectivement, comme tu le dis, François, maintenant que l'IA rentre dans la danse, que c'est des concepts qu'on maîtrise, c'est vrai que pour la robotique, c'est vraiment, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre, en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'on va voir bientôt. J'espère aussi que on a vu Boston Dynamics qui a fait des robots exceptionnels qui nous ont tous fait rêver ou flipper des fois. C'est une entreprise qui a jamais non plus réussi à correctement vendre des produits. C'est-à-dire c'est magnifique ce qu'ils font en termes de R&D. En revanche, vendre des robots qui coûtent très cher, qui ont souvent une autonomie pas top, c'est compliqué, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète un peu pour toutes les boîtes qui font de la robotique aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont réussir à trouver un marché au final. Il y a eu Aldébaran aussi en France, hein, qui avait fait des robots qui étaient intéressants et qui au final, ça a été revendu, ça s'est pas bien passé. Donc c'est ça aussi le problème des produits robotiques, entre guillemets. On peut même parler d'Amazon, hein. Je sais pas si vous vous souvenez du robot Amazon, ils l'ont présenté, puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Donc il faut qu'ils trouvent un marché, que les gens, que ça prenne aussi du côté du grand public. Je pense que c'est une question de temps, en fait, parce que c'est toujours pareil en économie. Hein, tu as une démocratisation qui vient parce que la miniaturisation va se faire, parce que le coût des pièces va baisser mécaniquement, en fait, comme sur toutes les technologies. On a vu d'ailleurs la dernière version du robot Atlas de Boston Dynamics, qui est beaucoup plus compact et beaucoup plus fluide, qui est plus hydraulique. Il va y avoir des améliorations dans le domaine des batteries. On le voit dans les smartphones, on le voit dans les voitures. Ça va être pareil dans les robots. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le gros problème, l'autonomie. Mais c'est pareil, ça va s'améliorer très clairement. Donc moi je pense que c'est vraiment une question de temps. Et à mon avis, dans 5 ou 10 ans, on va vraiment avoir des trucs de fou. Et pourquoi pas des robots comme ça à la maison. C'est clair. D'autant qu'on le disait, il commence à avoir une concurrence assez forte. Hein. Même Tesla travaille avec Optimus sur un robot. Dyson travaille aussi sur le sujet. Ça bouge. Tiens, puisqu'on parle d'IA, tu voulais nous évoquer peut-être le versant un petit peu moins lumineux de l'IA. C'est l'IA bashing, en fait, un petit peu. Ouais, en fait, moi, ce que je voulais... Cette année, on a quand même vu... alors, on a parlé un peu durant tout cet épisode de l'IA, mais cette année, on a vu aussi arriver vraiment des produits tech qui intègrent l'IA directement, l'IA générative. On en avait déjà un petit peu avant, mais là, on a vu arriver, notamment, et ça a commencé, je trouve, avec Samsung, qui a lancé donc des nouveaux Galaxy, avec des nouveaux smartphones Galaxy, avec l'IA et avec Google derrière, qui les a beaucoup aidés d'ailleurs. Et on a vu donc c'est un nouveau type de produit où, on en parlait tout à l'heure, ce n'est plus tant le matériel et les évolutions matérielles qui comptent, bien qu'elles soient importantes notamment pour faire tourner tout ça, mais les évolutions logicielles et notamment l'IA. Pour Samsung, c'est, je trouve, hyper intéressant ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils ont réussi à se démarquer des autres marques de téléphones mobiles en proposant de nouveaux services intelligents, on va dire. La traduction automatique par IA, il y a plein de choses, la génération sur une photo d'un éventuel, comme on le voit à l'écran, d'une éventuelle planche de surf quand vous êtes à la plage pour faire croire que vous avez fait du surf. Enfin, tout ça, c'est des innovations qui sont sympathiques et qui les distinguent, en fait. J'ai chassé un requin, regardez, il est sur la plage. C'est vraiment ça, ouais. Moi, j'ai fait ça comme ça, entre deux brasses. C'est l'escroquerie des photos de vacances. Ouais, ça risque d'être problématique d'ailleurs dans le futur, tout ça, mais bon. En tout cas, Samsung l'a bien fait, mais on a vu aussi des produits pour lesquels c'était pas vraiment génial en vrai. Et je vais prendre un exemple très simple, ce sont par exemple les PC Copilot Plus que Microsoft a beaucoup vanté depuis quelques mois, avec la plupart de ses partenaires d'ailleurs qui sont les marques traditionnelles d'ordinateurs. Hein. Et ces ordinateurs ont donc des fonctions IA, mais malheureusement, quand on les essaye, on se rend compte que c'est vraiment quasiment que
que du gimmick, quoi, que des fonctions qui servent pas à grand chose. Alors vous pouvez effectivement, sans être connecté à Internet, dans Paint, dessiner un petit chat qui va se transformer en chat plus ou moins bien fait grâce à votre processeur. Vous pouvez avoir des sous-titres. Est-ce qu'on va s'en servir tous les jours? Je suis pas sûr. Non, on va pas s'en servir tous les jours. J'adore dessiner les chats, moi. Oui, donc, alors après, vous pouvez avoir. C'est ta routine quotidienne. Oui. Je dessine très bien les cochons. J'ai une technique, je vous montrerai. Ah, super. Ouais. Bah, tiens. Mais vous pouvez avoir aussi des sous-titres automatiquement générés quand vous regardez un film. Ok. Il y a quelques petites fonctions, mais c'est très très limité, surtout qu'ils ont abandonné pour le coup, pour l'instant, la fonction qui s'appelait Recall, qui était sans doute la plus impressionnante, qui était d'une espèce de mémoire. Pour remonter le temps de nos actions sur le PC. Il y a eu un tollé. Un gros problème de sécurité. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que c'est décevant d'un point de vue des fonctions. C'est très décevant parce que finalement, c'est un PC quasiment comme les autres avec 3 fonctions un peu gimmick à l'intérieur. Donc, l'IA, c'est bien. C'est bien de l'intégrer aux ordinateurs. Surtout que, pour le coup, la puce qui est une puce Qualcomm, du coup, est assez chère et ces ordinateurs sont forcément un peu plus chers. C'est bien, mais il faut savoir pourquoi on la met dans un ordinateur ou pourquoi on la met dans un produit. Si c'est juste pour quelques fonctions un peu gimmick, ça va vite passer de mode en fait. Donc, et en plus, je crois qu'Anthony voulait en parler aussi, mais on l'a vu même avec des produits qui ont été faits pour ça. Qui finalement sont vides absolus. Notamment, rapidement, parce que je crois que tu voulais parler aussi du Vision Pro. Ouais, mais on se garde ça pour le bonus. Bon, c'est très bien pour le bonus. Alors, on a le temps de parler, pour rebondir sur ce que tu disais. Oui, moi, l'une de mes déceptions cette année, c'est quand même l'AI Pin et le Rabbit, quoi, où j'ai un peu l'impression qu'on s'est foutu de nous. C'est à la fois un mea culpa, parce que je pense qu'on s'est tous on est un peu tombé dans le panneau aussi. Mais beaucoup de journalistes tech. C'est-à-dire, je rappelle, donc c'était ces petits objets qui étaient censés embarquer de l'intelligence artificielle et potentiellement remplacer nos téléphones, ou en tout cas être un compagnon de nos téléphones à minima. Donc le Rabbit, c'était un petit boîtier qui pouvait en gros aller sur les applications à ta place. Donc tu pouvais lui demander réserve-moi mes vacances et il se débrouillait d'aller te faire la réservation, le machin, etc., de te commander un VTC, enfin bref, ce genre de choses. Et l'AI Pin, c'est une petite broche qui permettait d'interagir en langage naturel et gestuel avec l'IA, et avec un écran projeté sur la paume de ta main. Et c'est vrai que tout ça était séduisant sur le papier. Il y a eu énormément de hype autour de ces deux objets. Et finalement, une fois que les tests ont été réalisés, on s'est rendu compte que c'était vraiment nul. Vraiment, mère nul, le nouveau mot. Vraiment pas fou du tout, quoi. Et c'est dommage. Alors, je trouve... Alors, quand même... Si on doit donner une note, je dirais 1 point pour l'effort de tenter des trucs, de tenter des nouveaux form factors, parce que non, mais il faut quand même y aller. Voilà, faut tenter des trucs. C'est des gens qui, mine de rien, lancent des entreprises. Il y a des ingénieurs qui bossent. Ils tentent un truc. Voilà. Le courage. Voilà, exactement. Le courage entrepreneurial. Mais par contre, sur la réalisation et surtout la réalisation par rapport à la promesse, parce que pour le coup, ils nous ont vraiment vendu un truc extraordinaire, révolutionnaire, et au final, c'est vrai que non, mais rétrospectivement, c'est là que je fais un peu le mea culpa, parce que quand tu vois l'écran projeté, à la fois il y a un côté très Minority Report, machin. Mais enfin, ça reste un truc écrit en bleu sur la paume de ta main, quoi. C'est pas non avec plus une définition de 120 pixels. Voilà, c'est pas énorme. Regardez vos photos. Tu pouvais pas imaginer que ça remplace l'écran de ton téléphone à aucun moment. C'est pas possible. Mais après, c'est aussi ça qui est excitant dans notre métier, c'est que voilà, on est enthousiaste d'une manière générale. Non, mais c'est vrai. Et on essaie de vous faire partager cet enthousiasme. Et parfois, on vous fait partager aussi nos déceptions suite à un enthousiasme un peu trop prononcé. C'est la vie, c'est comme ça. Donc la leçon, c'est ne précommandez pas des objets quand vous nous entendez en parler. Attendez d'avoir un premier test qui sorte, et à ce moment-là, parce que le Rabbit, il y a quand même 2-3 personnes qui l'ont acheté en écoutant des trucs, et après, ils étaient un peu... J'aurais dit, non mais attendez, ça se trouve, ce sera dans un musée de la tech un jour, gardez-le sous blister, n'y touchez pas, et quand on reviendra aux origines de l'intelligence artificielle dans 15 ou 20 ans, ça, vous voyez, regardez ce truc-là, le Rabbit, c'était précurseur à l'époque, et ça vaudra peut-être des milliers d'euros. Voilà, gardez-le sous blister. Anthony, Eric, on va arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. Mais on va se retrouver, pour tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter en podcast, pour le petit module bonus avec toujours Eric et Anthony. On parlera du Vision Pro, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une démo du Vision Pro en France, dans les locaux d'Apple. Je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, puis vous nous donnerez aussi votre avis à tous les deux sur ce produit. Voilà, module bonus, donc exclusivement en audio. Podcast, voilà, il faut nous écouter en podcast pour avoir ces quelques minutes supplémentaires. Et vous restez avec nous. Dernière partie de quoi je mêle, Christophe Joly nous rejoint. Ça sera notre rendez-vous nostalgique et on va replonger dans l'histoire du GPS. Qu'est-ce qu'on ferait sans GPS aujourd'hui? Tiens, pas grand-chose. C'est clair. Merci d'être là, tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.